Vas-y. Donc bonjour à tous. Merci Lola. Donc bienvenue donc, dans ce troisième rendez-vous du déjeuner inspirant qui fait le lien entre les deux réunions du club Open Innovation qui se réunissent donc un le matin, l'autre l'après-midi, d'habitude sur place. Donc aujourd'hui c'est une configuration un peu particulière puisqu'on est juste en live et pas du tout en public. Mais c'est pas grave, on continue et on remercie. J'ai un problème de son, pardon. Et donc on remercie Denis Tessier de se prêter à l'exercice. Alors on va alterner nos ports de masque. Pendant que je parle, il le conserve et je ferai de même quand il aura la parole. Donc merci beaucoup d'être là. Avec plaisir. L'intervention donc de Denis Tessier donc, de Suez va porter sur un projet que j'ai qualifié de pieuvre. Parce qu'il m'a montré, vous le verrez aussi tout à l'heure, tout le dimensionnement de ce projet, qui est un vrai projet collaboratif et territorial, qui avait un enjeu et une ambition importante pour Suez sur la métropole toulousaine. C'est ça. Donc voilà, donc Denis, l'exercice de ces déjeuners inspirants, c'est une trentaine de minutes qui te sont laissées pour développer ton témoignage et ton retour d'expérience, avec une vingtaine de minutes sur le contexte, la manière dont s'est déroulé ce projet. 5 minutes plutôt centrées sur des outils méthodologiques en lien avec l'Open Innovation. 5 minutes de conclusion pour ouvrir un peu les perspectives et puis ensuite un temps de questions-réponses. Alors n'hésitez pas à poser vos questions dans le live et sinon moi j'en ai quelques-unes en réserve. Donc à toi, autour du projet Swing. Alors Swing, merci Véronique. Alors les métiers de Suez quand même, je vais les poser juste pour poser un petit peu le contexte et arriver à ce projet-là. Donc les métiers de Suez et les métiers que j'ai en charge aujourd'hui sont les métiers de l'eau. On fait de l'eau et les déchets, c'est les services à l'environnement. Et dans les métiers de l'eau, en fait, notre travail consiste à s'intégrer sur l'ensemble de ce qu'on appelle le grand cycle de l'eau, du captage dans les sources au rejet dans le milieu naturel. En pratique, en fait, et c'est là qu'on commence à mettre quelques tentacules à la pieuvre, on est un acteur de la santé, on est un acteur qui contribue à la protection des milieux aquatiques, on est un producteur d'énergie renouvelable et c'est tout ça qu'on fait grâce en fait, aux effluents ou aux activités qui nous occupent au quotidien. Évidemment avec tout ce qui touche à l'économie circulaire et au recyclage. Donc on va parler de Toulouse. Donc, Toulouse, j'y ai passé 3 années de ma vie là. Alors, il faut savoir que je suis un Lyonnais d'origine, mais auvergnat d'adoption depuis 22 ans maintenant. Donc une attache particulière à cette région Auvergne. Donc j'ai conduit un grand projet que je vais m'efforcer de vous résumer en 20 minutes. C'était un des plus gros projets du groupe là, en France à l'époque. Et à la lumière d'un appel d'offres, d'un simple appel d'offres. Alors pour pas vous inonder de chiffres, mais le simple appel d'offres représente à peu près 2 ans de vente de Twingo en France ou la vente de 12 Airbus. Pour vous donner un peu une idée, c'est plus facile peut-être que des millions. Dans notre métier, quand on arrive sur un territoire, en fait, il faut avoir quelques données d'entrée en tête, puisqu'il y a une faible rotation d'acteurs. 2 tiers des clients renouvellent en fait avec l'acteur en place. Et à ça, il y a 2 raisons. D'abord, nos clients ont peur du changement, compte tenu de l'ampleur des services et de la sensibilité de ces services. Il ne s'agirait pas d'ouvrir le haut du robinet, de prendre un risque et de ne pas en avoir surtout. Et puis, nos métiers nous conduisent à avoir une imbrication extrêmement forte avec le territoire et que ça donne un avantage considérable aux sortants, en fait. Donc celui qui connaît bien le territoire, il a un avantage et donc on sait le retraduire derrière. Donc à travers cet appel d'offres, en fait, on va parler de conduite de projet parce que c'est vraiment de ça dont il s'agit et de grands projets. Là encore, moi je suis arrivé tout seul à Toulouse début 2017 et on est monté jusqu'à 160 sur ce projet, 80 de l'interne et 80 partenaires qui étaient avec nous.
Et on s'est dit, donc, fort de ces éléments-là, on veut travailler différemment. Alors, évidemment, on a une expertise métier sur laquelle on s'assoit. On sait piloter des grands projets techniques, on sait prendre en charge des installations à très haut niveau d'expertise. Ça, on sait faire. C'est notre base, c'est le métier. On est une boîte d'ingénieurs, on sait bien faire ça. Mais là, en fait, il s'agissait d'autre chose et c'est là-dessus qu'on a voulu travailler différemment parce qu'il fallait appréhender le territoire. Et quand je dis appréhender le territoire, c'est appréhender l'ensemble de ces communautés d'acteurs. Et c'est appréhender sa géographie, puisque chaque territoire a une géographie particulière. À Clermont, on n'a pas d'eau qui traverse la ville. À Toulouse, il y a la Garonne. La Garonne, elle structure en fait le territoire, comme les fleuves à Lyon structurent le territoire. Donc il faut appréhender tout cela. Et puis évidemment, sa sociologie. Chaque territoire a sa sociologie particulière qui est née véritablement de son histoire. Donc il fallait appréhender ça dans un délai extrêmement court. On avait moins de 6 mois pour apprendre ça. Et c'est là-dessus qu'on a voulu travailler différemment et être un peu original. Donc on a mené un certain nombre d'actions pour accélérer et bien comprendre là où on mettait les pieds. Si je devais résumer en 4 mots, et c'est les facteurs clés de succès, quand on a travaillé sur le sujet après avoir achevé ce projet-là, il y a 4 mots qui ont guidé notre action. D'abord l'audace, parce qu'il fallait se lancer là-dedans, et il faut s'y lancer d'abord tout seul, il faut s'y lancer sans parachute, sans filet de secours, donc il faut y aller, et l'audace elle est à tous les niveaux, elle est évidemment pour nous qui sommes engagés sur le projet, mais elle est pour l'ensemble des parties prenantes avec lesquelles on travaille et qu'on emmène avec nous. L'écoute, et j'y reviendrai parce que c'est vraiment sur ce point que je veux développer 2 outils de méthodo. L'endurance, parce que l'endurance, quand on travaille 3 ans sur un projet avec un nombre d'acteurs restreint, puisque je vous ai parlé de 160, il y avait une équipe restreinte d'une vingtaine de personnes à peu près. Bon, il faut y aller, c'est très intense, mais à la fois on vit des moments, on vit des moments de doute, on vit des moments difficiles, on vit des moments de fatigue, et il faut gérer ça. Et puis la confiance, qui est le 4e point sur lequel j'insisterai, puisque pour mener à bien ce genre de projet, il faut déjà avoir confiance en soi. Et c'est pas si simple. Faut avoir confiance en son équipe et en l'ensemble des parties prenantes qu'on emmène avec. Et ça, c'est important aussi pour avoir une véritable relation. Et puis, il faut que les parties prenantes et les autres, les gens qu'on a en face de nous, nous fassent confiance également. Et ce qui est important de souligner, c'est que on a mis en avant un point qui était celui du passer du faire avec. On a l'habitude de coopérer sur un certain nombre de thématiques, au faire ensemble, où chacun vient apporter de la valeur en fait au résultat final. Donc ça c'est un point clé. Juste pour ponctuer, je dirais que quand on s'est parlé avec Denis pour définir l'objet de son intervention aujourd'hui, en fait, on s'est aperçu qu'on aurait pu faire 10 séances. Ouais. Tellement il y avait de tentacules dans ce projet Pieuvre, et donc on en a choisi une qui est celle dont tu vas nous parler, la manière en fait de conduire ce projet collaboratif et territorial. Et donc voilà, comment on s'imbrique avec le territoire. Alors d'abord le basique, le basique c'est 2 choses. C'est il faut digérer la bibliothèque d'Alexandrie, c'est-à-dire qu'il faut lire de la doc, je veux dire, parce que ça va de l'histoire de Toulouse et de l'histoire du pastel qui a fait la richesse de Toulouse jusqu'à Airbus, évidemment, et puis en même temps il faut comprendre tous les éléments de géologie et autres. Et puis le deuxième basique, c'est les rencontres. Moi j'ai vu 400 personnes à peu près la première année, donc, et en ratissant large, puisque comme là encore, on parle de pieuvre, on parle d'imprégnation et d'imbrication avec le territoire. Ça va de l'écosystème innovation, aux communautés sociales, au monde industriel, le monde universitaire et d'enseignement supérieur. Enfin voilà, tout cet environnement, on va évidemment voir quand on est à Toulouse la licorne Sigfox, parce que évidemment, quand on voit Sigfox, on voit l'IoT Valley. Alors, j'ai pas eu la chance de dire un petit bonjour à Guillaume Blanc à l'époque, qui s'occupe là-bas parce qu'il n'y était pas. Mais il faut faire connaissance avec l'ensemble des acteurs qui comptent sur le territoire. Une fois qu'on a fait ça,
quand Véronique m'a interrogé l'autre fois en disant mais qu'est-ce qu'on a fait d'innovant, et finalement c'est pas facile à dire comme ça parce que alors moi c'est ma configuration, hein, je raisonne pas comme ça en fait, hein, parce que j'estime que moi dans ma manière de travailler, on a des problématiques et on y met en face des solutions et ces solutions elles sont nouvelles, elles s'appuient sur quelque chose qu'on a déjà fait et qu'on améliore, mais en fait à la fin on fait évidemment de l'innovation puisqu'on fait quelque chose qui répond soit à une nouvelle attente ou on le fait de manière innovante. Et c'est vrai que dans cette manière de conduire le projet, il y a deux outils qu'on a utilisés. Enfin, j'en choisis deux en tout cas, dans cette discussion du jour. Le premier outil, alors je ne sais pas si vous allez le voir à l'écran, c'est le mind map. Hein, donc voilà, outil innovant s'il en met. C'est une plaisanterie évidemment, mais c'est pas si courant de l'utiliser chez nous. Pour vous donner une idée, on ne l'a pas dans notre base d'outils. On est un grand groupe, donc on a le droit d'utiliser que les outils qui sont référencés dans la base où on va se servir pour utiliser les logiciels. Il n'y a pas une utilisation de mind map. Pour dire que c'est pas vraiment culturel chez nous. Quand on travaille là-dessus, on s'est dit ça pouvait correspondre à un outil qui pouvait répondre à une attente qui est celle de croiser nos solutions et puis la bibliothèque d'Alexandrie, c'est-à-dire tout ce qu'on avait perçu du territoire et des échanges qu'on avait eus et en face les solutions. Et on s'est dit on va faire l'inverse, les solutions on va les mettre de côté, on va d'abord prendre les attentes. Et puis et vous voyez là sur l'écran, j'ai pas de retour d'écran, mais j'imagine les trois attentes identifiées, merci Véronique, les trois attentes majeures, alors sans les lunettes c'est dur, hein, les plus de 50 alors ans, là, solidarité. Mais tout ce qui pouvait apporter un plus à la métropole, tout ce qui pouvait apporter un plus pour le service et un plus pour le citoyen. Donc vous voyez déjà là trois pattes qui commencent à sortir et qui nous permettent de réfléchir. Et ensuite, dans chacune de ces parties, et c'est l'objet de la deuxième diapo, on a des sous-parties, et là il me faut un peu plus de lunettes, des sous-parties où on a déployé la partie citoyen. Et dans cette partie citoyen, trois sous-parties sur la qualité de vie, sur la participation des citoyens et la proximité. Et là, on est toujours à la frontière de la compréhension du territoire, des programmes politiques et puis évidemment de ce qu'exigent nos métiers. Et seulement à ce moment-là, on y a intégré, vous voyez, alors c'est peut-être pas très lisible, mais peu importe parce qu'il y a des choses qui sont quasiment confidentielles là-dedans, prenez vos copies d'écran, mais c'est fait donc voilà, à la fin, mais on y a mis seulement à ce moment-là un certain nombre de solutions maison. Et on n'a pas fait l'inverse. Encore, on est une boîte d'ingénieurs. Donc les ingénieurs travaillent sur des solutions bien souvent et parfois ont une tendance fâcheuse à essayer de caler la solution dans le besoin ou l'attente du client. Et on s'est appliqué à faire strictement l'inverse. Parce que parfois on le fait de force et de force ça passe mal. Et donc on a fait strictement l'inverse. Donc ça c'est vraiment un point qui a été important dans la conduite du projet parce qu'on a remis les choses à leur place, c'est-à-dire que les solutions qu'on apporte, elles répondent à une attente, un besoin, une compréhension du territoire et pas l'inverse. Donc premier point clé. Le deuxième, donc sur la diapo suivante, le deuxième c'est, on a appelé ça l'analyse par les risques. Alors, on a appelé ça parce qu'on a imaginé ça pour ce dossier-là. Donc, moi, je ne suis pas très fort en émile, mais l'analyse par les risques, c'est quoi? Là encore, on est dans le fauteuil de nos parties prenantes et on se met à leur place. Et on s'est dit finalement, on a l'habitude de travailler sur les risques, quand quand on mène un grand projet, quand on développe un produit, quand on mène une opération de construction, on regarde le risque financier, le risque économique, le risque technique, le risque social, environnemental. Tous ces points d'entrée qui sont des axes de travail. Là, on les a croisés avec, comme vous le voyez là sur le graphe, on a croisé ces axes de travail avec les attentes perçues essentiel de la métropole. Proximité, la métropole de Toulouse, ça c'est le programme de Jean-Luc Moudinque de l'époque, on est en 2017. Proximité avec le citoyen, sécurité, parce qu'il y a des problématiques spécifiques à Toulouse, la sociologie, c'est de la radicalisation, et puis on a vu les gilets jaunes, un peu ce que ça a pu donner, donc il y a des questions de sécurité qui se posent sur la métropole de Toulouse, et le rayonnement.
parce que c'est une métropole qui à la fois rayonne toute seule grâce à Airbus, c'est plus de 12 000 habitants chaque année sur la métropole de Toulouse, donc 12 000 habitants, c'est 3 ou 4 000 élèves de plus dans les écoles, c'est les voitures sur le périph', c'est tout ça, et donc ça pose un certain nombre de questions d'infrastructure. Mais en tout cas, ils veulent renforcer ce rayonnement parce qu'une métropole de Toulouse, c'est coincé entre Montpellier, Bordeaux et Barcelone. Et c'est ça la zone d'influence des grandes métropoles du secteur. Et donc, autant de métropoles qui rayonnent aussi au plan européen et qui ont tendance à se développer. Donc, il fallait croiser en fait là encore, nos enjeux et nos solutions pour apporter des réponses à tout cela. Et on se dit rien de mieux que une démarche par l'identification des risques. Et l'identification des risques, c'est quoi ? C'est assez simple finalement. On se repose là encore une fois dans le fauteuil du client. Et puis le risque, on va dire quel est le risque stratégique pour la réputation de la métropole. Est-ce qu'il y a un risque politique ? Est-ce qu'il y a un risque financier ? Et non pas pour l'opérateur, mais pour la métropole. Est-ce qu'il y a un risque d'image ? Est-ce qu'il y a un risque environnemental ? Et quel est-il ? Est-ce qu'il y a un risque opérationnel ? Le changement peut conduire aussi à des situations difficiles, des agents qui manifestent, socialement un délégataire qui puisse être moins respectueux, moins rémunérateur, etc., etc. Et tout ça sont des risques qu'on a identifiés. On en a cartographié, je les ai sous les yeux, là, 29 risques. Et 29 risques du point de vue du client, là encore. Et on les a regroupés. La deuxième étape, une fois qu'on les a identifiés, on a commencé à les regrouper. Gestion de la transition, gestion de la transparence, et on le met déjà dans une dynamique de solution. Gestion de l'expérience client, parce qu'il y a un sujet vraiment important à traiter qui est la relation du citoyen avec l'eau. Il y a de nouvelles exigences qui se font jour autour de l'eau. Je veux une eau bonne à boire, à bonne température, avec un bon goût. Je veux avoir accès à l'eau, puisque il y a des conditions d'accès comme à l'énergie qui peuvent être de plus en plus difficiles pour les citoyens de payer leur facture d'eau. Et il faut traiter l'ensemble de ces éléments. Et évidemment, la maîtrise technique et budgétaire. Et une fois qu'on a cartographié l'ensemble de ces risques, alors on se fait peur, c'est un peu anxiogène, à vrai dire, cette démarche qui est un peu à l'inverse d'une conduite de projet, qui est toujours une dynamique très positive, c'est un peu anxiogène, donc on a trié tout ça, en fait, parce qu'une fois qu'on a eu cette matière, véritablement on avait on se prenait pour le client quelque part, ou le territoire en tout cas, et on avait tout ça en permanence, c'était validé, en fait challengé avec les acteurs, puisqu'on avait 70 partenaires avec nous, donc on challenge ça en permanence avec les acteurs. Et puis on en a retenu certains qu'on a développés parce qu'on s'est dit on va pas faire un truc où on va foutre la trouille à tout le monde, et on a développé un certain nombre de chapitres plus que d'autres. Et celui étonnamment que nous avons développé le plus est celui de la gestion de la transition, en fait, parce que un des risques majeurs, et je reviens à mon propos du début, 2/3 des clients qui ne changent pas parce que un des éléments c'est la peur du changement, et c'est ce chapitre-là qu'on a traité le plus en profondeur, parce qu'on s'est dit si on veut qu'il y ait un changement, il faut qu'il y ait, tous les éléments de mitigation des risques liés à ce changement. Et donc on a travaillé énormément là-dessus. Et évidemment, ça a été couronné de succès. La transition au sens du changement. Oui, exactement. La transition aujourd'hui, c'est un Elle n'est pas énergétique et écologique. Donc voilà, c'est les deux éléments, les deux éléments sur lesquels je voulais insister là aujourd'hui, et sur cette occasion qui m'est donnée de me replonger dans ce beau projet et de cette belle aventure que j'ai quittée là il y a un an et demi. Donc encore une fois, 70 structures emmenées avec nous, là aussi original, si en conclusion, c'est un quart en fait
du chiffre d'affaires généré par cette opération, hein, qui est confiée à des entreprises du territoire. Hein. Donc c'est pas du faire avec, c'est du faire ensemble, hein, puisque la contribution positive au territoire est importante, hein, puisque on fait vivre, c'était une création de l'ordre de 35 emplois, hein, supplémentaires qui étaient liés véritablement à développement d'entreprises du secteur. Hein. Donc c'est un point clé. Voilà. Voilà. Et puis le mot de la fin, puisque vous avez été invité en parlant d'un projet Swing, hein, et le projet Swing, en fait, ça fait appel au début du projet, en fait, hein, et Swing parce qu'on est chez Nougaro, là, à Toulouse, hein, donc le swing est au cœur, hein, de la voie. Le swing, c'est aussi le swing du golf, hein, on balance nos concurrents en l'occurrence. Et il y avait toute une thématique autour de ça, mais surtout ce qu'on voulait quand on avait réfléchi ensemble, et ça va avec l'audace, c'est ce qu'on voulait dans le nom de code du projet, parce que ce genre de projet fait appel aussi à beaucoup d'éléments autour de la sûreté, comme on est sur des enjeux qui sont considérables en termes financiers. Il y a toute une question autour de la sûreté, de la confidentialité, donc il y a notre code du projet. Et le nom de code du projet, c'était Swing, et on voulait absolument dans le projet qui est Win, parce qu'on voulait y aller en ne se mettant pas dans une disposition d'esprit où on pouvait perdre. C'était de toute façon, on sera gagnant à la fin. On voulait qu'il y ait du Suez, mais on ne voulait pas l'afficher, donc c'est le S. Et puis à la fin, c'était l'acronyme Suez Wins in Garonne. Hein, et voilà ce que veut dire Swing, hein, aujourd'hui, le nom de code de ce projet. Voilà. Pour conclure sur le swing, hein, et là je vous laisse la parole puisque j'espère, j'ai pas été trop long. Non, tu as été parfait. Tu as été parfait, merci beaucoup. La foule en délire applaudit. Il y a du public. Bon, en fait, en vrai, il y a 4 personnes. Mais ils font du bruit comme 20. Mais voilà, ils sont hyper enthousiastes. Merci beaucoup, Denis. C'est vrai que... en fait, dans le fil rouge, hein, de ce projet-là, c'est quand même vraiment beaucoup l'écoute, avec cette capacité, je pense à la fois personnelle et puis développée dans la conduite de projet, de se placer dans les chaussures de son client et de toutes les parties prenantes. Donc, je trouve que c'est une belle illustration de l'open innovation. Alors, est-ce que dans le public en délire, il y a des questions à poser à Denis? Une question ou sur les réseaux sociaux, donc est-ce que sur Facebook on a des questions en live? Sinon, oui, Philippe Metté, donc, qui te demande, est-ce que des universités ont intégré votre projet, des sociologues? Oui. Et les deux, on a fait une étude sociologique, hein, avec l'université de Toulouse pour étudier, c'est avec un doctorant, hein, pour étudier là, sur sa dernière année le rapport du citoyen toulousain à l'eau, hein, en fait, hein, puisque on a dans nos métiers une particularité, c'est que ce sont les classes les plus défavorisées qui ont le plus recours à l'eau en bouteille. Hein, donc il y a un vrai sujet de consommation parce que l'eau en bouteille coûte 200 à 300 fois plus que l'eau du robinet. Hein, et l'eau au robinet est le produit alimentaire en France qui est le plus contrôlé. Hein, il faut l'avoir en tête. Hein, donc boire de l'eau au robinet, c'est boire une eau saine pour la santé. Et donc c'était d'étudier en fait la question en fait du rapport du citoyen à l'eau. Et pour une conclusion d'ailleurs qui a été émise là-dessus pour aller un peu plus loin là-dessus, c'est dire que finalement les populations les plus défavorisées vivent dans des environnements qui sont parfois dégradés. Il y a un ascenseur, les espaces verts, la peinture, etc., l'isolation qui est mal faite. Et donc on a le sentiment que y compris l'eau, peut-être un élément qui peut être dégradé également. Hein. Et donc c'est comment on travaille sur ces questions-là. Hein. Donc, et ça nous aide à comprendre et essayer de mener un certain nombre d'actions sur ces sujets. Et puis à Toulouse, il y a un très très beau bassin universitaire et d'écoles également. Avec l'INSA, on a travaillé sur des sujets très pointus, notamment sur la méthanation. Hein, et on a travaillé avec tout ce qui compte de recherche également, puisqu'il y a
un cancéropole de portée internationale, Toulouse Cancer Santé, avec qui on a beaucoup travaillé là sur la question des micropolluants, des résidus médicamenteux qu'on retrouve aujourd'hui dans l'eau, et qui sont autant de perspectives d'amélioration ou d'évolution de nos process. Donc, ça fait partie de notre champ d'action, évidemment. Bon, Philippe, j'espère que ça répond à ta question. Il y avait, parmi tous les sujets qu'on aurait pu évoquer, j'ai quand même envie de revenir sur la notion de management de projet qui a été à la fois sur un long terme et puis qui a embarqué, tu as parlé tout à l'heure d'un noyau de 20 et puis jusqu'à 160 personnes. Comment ça s'est géré dans la durée, cette conduite de projet complexe ? En fait, on a créé une bulle. Et c'est là où on rejoint vraiment un univers d'une start-up. C'est-à-dire qu'on est dans une conduite de projet telle que celle-ci. Un des facteurs clés de réussite, d'ailleurs, ça a été d'être isolé du reste du core business, quoi. Parce que on ne peut pas avoir des contraintes du quotidien, du groupe, de ses enjeux, etc. et en même temps conduire un projet de cette nature où on est en immersion totale. Donc on a créé notre start-up, quoi, en fait, qu'on a géré avec tous le même objectif, les mêmes risques pris au départ, la même audace, et du coup on a vécu ensemble. Donc on a vécu ensemble des moments plus ou moins faciles. Moi, j'ai le souvenir, des moments les plus difficiles de ce projet-là, ça a été mai 2018, on a travaillé du 1er au 31 mai, pour vous donner un exemple. Toujours férié, on a dormi, mangé au bureau. Il y a quand même des moments, et c'est à la fois des moments difficiles physiquement, mais c'est des moments d'une intensité folle en termes de cohésion d'équipe, parce que on est tous engagés sur le même but. Donc, il y a respect, bienveillance. Moi, j'ai le souci, j'avais avec moi des mamans, des mamans d'enfants qui passaient leur bac à ce moment-là. Donc, il y a toujours cette conscience ou cette mauvaise conscience à un moment. Je suis au mois de mai, mon enfant va faire le bac. Est-ce que je lui donne les conditions qui sont suffisamment sereines pour que lui permettre de réviser, machin, etc. On a géré ces soucis-là, les soucis de couple. Il faut être. Il y a à la fois un engagement sur un projet et à la fois une proximité, parce que quand on est dans une intensité telle que ça, il faut aussi prendre tous ces paramètres humains. Et puis à 25 ans, parce que l'équipe était très diverse, mais à 25 ans, j'ai pas la même résistance qu'à 55 ou 60. Et il faut aussi prendre ça en compte. Donc, c'est une vigilance de tous les instants. C'était un de mes sujets principaux, en fait. Pour entretenir, en fait, à la fois l'équilibre santé et l'équilibre de la motivation tout au long du projet. 3 ans, c'est long, pour être à fond tout le temps. Oui. Mon expérience de marathonien m'a aidé. C'est ça. Ton meilleur souvenir de cette longue expérience ? Je crois que c'est cette dynamique, en fait, qui a été créée. Je l'ai dit comme ça à quelques Toulousains, c'est-à-dire que je suis tombé amoureux de l'Auvergne en 98 quand j'y suis arrivé. Je serais arrivé il y a 22 ans à Toulouse, je serais tombé amoureux de Toulouse, sûr. Et en fait, il y a à la fois... Cœur d'artichaut. La preuve que non, je suis toujours là, je suis revenu. Mais il y a l'environnement, l'environnement physique, géographique qui est particulier. On est dans un écrin ici, mais il y a aussi tout l'environnement socio-économique et les liens qu'on tisse. Donc ça, c'est véritablement. Je vais à Toulouse encore assez régulièrement, moins pendant le confinement, mais en tout cas, j'ai encore gardé quelques contacts forts, y compris avec l'équipe où, évidemment, on a vécu des trucs qu'on triche pas. En 3 ans, quand on a dormi pendant 1 semaine, 2 heures par nuit, et à un moment, on ne triche plus. On a la vérité des personnes, et il n'y a que des belles personnes qui nous ont accompagnés. Donc ça, c'est une vraie... Je crois que c'est un vrai élément de succès. Très bien. Ceci dit, j'aime bien ce que tu parlais d'une Toulousaine, je pense que qui a adopté l'Auvergne aussi. C'est une très belle ok, donc on va peut-être terminer sur une dernière question. Donc si vous avez encore une question à poser sur Facebook, c'est le moment. Alors, je te rapporte, c'est drôle parce que je me suis retenue de relever. Donc là, c'est Emmanuel Collin qui te dit « Mais les papas n'ont pas d'enfants qui passent le bac ?»
si. Mais j'en avais pas en l'occurrence, de papa dont les enfants passaient le bac. Donc j'avais que des mamans. Voilà. Et deux en l'occurrence. Donc c'est rigolo parce que juste avant de lancer le live, on parlait de ça avec Denis. Donc sinon, il y a une autre question qui est comment l'équipe a-t-elle été choisie et construite? Ah, et ça, c'est une question intéressante. En fait, il faut savoir que quand je suis parti sur ce projet, j'étais la 3e personne approchée pour conduire ce projet dans la maison. Alors moi, j'ai une grande expérience dans le groupe, ça fait une 20aine d'années que je suis dans la boîte, mais dans le domaine de l'eau, j'ai travaillé dans les déchets et dans l'énergie, et dans le domaine de l'eau, j'étais assez nouveau. J'ai appris vraiment le métier de l'eau là, sur ce projet-là. Et donc une vision un peu décalée par rapport à un univers culturel qui est différent de mon univers habituel. Et donc j'ai fait en sorte de mixer les équipes en fait. Donc c'est moi qui ai recruté chacune des personnes qui sont venues travailler. J'ai recruté beaucoup en interne parce qu'on avait besoin d'expertise en fait. Donc je suis allé chercher des experts à l'international, en local, en mixant les profils, les origines. C'est ce qui a fait le succès aussi. C'est-à-dire que dans des approches comme ça un peu en rupture, c'était très intéressant d'avoir des regards qui avaient des expériences et des bagages différents. Donc à la fois en âge, en expérience, en origine, parce que des gens qui ont travaillé pendant longtemps en Argentine ou à Shanghai, ils ne voient pas le monde de la même manière quand on revient en France et que on étudie la métropole de Toulouse. Mais par contre, c'est extrêmement riche parce qu'on apporte une vraie expérience. Très bien, merci. J'ai une dernière question. Pour toi, donc on a beaucoup parlé justement de cette interaction entre les entreprises, les industriels, les collectivités. Comment tu conçois cette interaction entre ces mondes qui parfois ont du mal à se comprendre? Qu'est-ce qui te paraît justement intéressant à construire ce genre de projet, à mon avis, c'est emblématique de d'une conviction en fait, d'une conviction que j'ai exprimée, exercée d'ailleurs à Clermont dans le cadre des responsabilités que j'avais au Conseil de développement du Grand Clermont quand j'étais président de la commission éco, où en fait notre métier nous amène à être à la frontière entre plein de monde. C'est-à-dire que on est capable de travailler avec les communautés de start-upers, on est capable de travailler avec les communautés sociales, puisqu'on travaille beaucoup avec le monde de l'insertion et de l'économie solidaire. On travaille avec l'université, on travaille avec le monde public qu'on comprend bien. Et je crois qu'aujourd'hui, quel que soit le projet d'ailleurs, avec Véronique avant cette discussion, on parlait d'alimentation et aujourd'hui, moi je m'intéresse énormément et le groupe s'intéresse énormément aux questions d'alimentation parce qu'on est à la frontière de tous ces mondes et que une structure, une entité seule, alors si on résume public-privé, ne peut pas faire les choses toute seule. Je veux dire que la question de la coopération se pose et que c'est une leçon qu'il faut tirer de ça, c'est que il faut faire en sorte, et c'est une vraie difficulté parce que on a chacun nos registres, nos enjeux, nos objectifs, et que d'arriver à aligner tout ça et à faire en sorte de travailler vraiment de manière coopérative, de travailler encore une fois, de travailler ensemble pour un même objectif et en apportant toute sa valeur en toute transparence. Je pense que c'est un vrai enjeu. Et c'est une vraie leçon aussi, un vrai enseignement de ce genre de projet. Merci. Une dernière question rigolote posée par Mathieu Bruck. On sent la souffrance du confinement. Est-ce que le projet aurait pu réussir en distanciel? La réponse est suffisante. On en a tous marre du distanciel, on m'a compris. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Heureusement qu'il y a un peu de monde là autour, mais on vit pas. Moi, je rêverais de sentir, je sais pas qui est autour devant son écran. Ça change tout quand même. Ouais. Donc je ne suis pas sûr. Parce que quand je parle je parle beaucoup avec les mains, mais il faut sentir vibrer les choses. Il faut sentir physiquement les choses. Je disais le matin, et quand je vais revenir sur le recrutement de l'équipe. J'ai fait déménager tout le monde à Toulouse. J'ai pris des gens qui venaient d'un peu partout et je dis moi là, un impératif incontournable, c'est que vous habitez Toulouse.
parce que je veux que le matin, quand vous venez au bureau, vous venez à pied, vous suivez la Garonne, vous la voyez évoluer dans son lit, vous avez la dépêche le matin, vous buvez votre café au bistrot avant d'arriver au bureau et on est en contact, on est en lien, quoi, vraiment. Et je ne suis pas sûr qu'on aurait vu les choses de la même manière, en tout cas. Je crois que donc Mathieu, c'est une réponse assez claire à la question. Ok, bah écoute, merci beaucoup Denis, c'était très inspirant et puis enfin, ouais, je pense que tu as beaucoup insisté, enfin, en tout cas moi l'idée centrale que j'en retiens, c'est cette capacité qui permet l'Open Innovation à changer de chaussures et à intégrer avec respect en fait les contraintes et les univers de monde, même quand tu les comprends pas ou que tu les partages pas, mais quand tu peux les comprendre, tu as une capacité d'embarquer leurs préoccupations qui est réelle. Donc merci beaucoup. Et à bientôt à tous. Merci de nous avoir suivis. Ça sera en replay, bien sûr, sur la page Facebook du Connecteur. On se retrouve en 2021. On est content que 2020 se termine. Et donc rendez-vous l'année prochaine pour de nouveaux rendez-vous de déjeuner inspirants. Bonne journée à tous. Bravo. Au revoir. Au revoir.